un parcours dans des grands groupes à des postes de direction opérationnelle. Moi-même sur des postes de direction de marque, des directions d'offres et achats, et Karine sur des postes de direction marketing et communication digitale. Voilà, et donc après 20 ans, donc un chiffre bien rond, 20 ans dans le retail, on a souhaité créer Fashion Light Up, donc il y a effectivement un cabinet de conseil spécialisé en stratégie de marque, donc sur les secteurs de la mode, de la maison et de la beauté. Et nous accompagnons les marques sur toute la chaîne de valeur amont, sur les 6 leviers que vous voyez là sur le slide, de façon très opérationnelle. Donc, on accompagne les dirigeants aux côtés de leurs équipes sur des enjeux de positionnement et USP, stratégie d'offre, sourcing, production, achat et optimisation du time to market, la stratégie marketing et la communication digitale, donc ce sera un des sujets d'aujourd'hui, et l'open innovation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la communication des marques post-crise de Covid et plus particulièrement du coup des marques de fashion retail. Mais avant peut-être de rentrer dans le sujet, je vous propose de faire une rapide synthèse en fait, du contexte aujourd'hui, puisqu'on est en train de se projeter sur un modèle de reprise progressive. Le contexte, il va rester encore fragile pendant à minima 1 an. Et le confinement, finalement, il aura duré donc 2 mois. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'une habitude, elle s'installe au bout de 30 jours. Donc, au bout de 2 mois de confinement, des habitudes ont été prises. Donc là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, excusez-moi, c'est de passer en revue ces nouveaux comportements de consommation, les attentes des consommateurs qui ont émergé, celles qui se sont confortées, et surtout les impacts que cela va-t-il avoir sur la communication de demain des marques. En tout cas, chez nous, ce qui est sûr, c'est que nous sommes convaincus qu'il y a un avant et qu'il y aura un après. Et cet épisode, elle va chambouler en fait les façons dont vont fabriquer, dont vont vendre, dont vont communiquer les marques. Et que les marques qui continueront à communiquer sans rien faire évoluer, elles n'emporteront pas l'adhésion de leur communauté. Alors, pareil, donc avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la communication en sortie de crise. Même si l'ensemble des marques ont reçu un cadre légal, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je dirais qu'il y a 3 points importants à souligner. Déjà, annoncer les dispositions qui vont être mises en place. Donc, c'est informer, rassurer d'un point de vue organisationnel, bien sûr, puisqu'il va y avoir la réouverture des magasins, les horaires qui vont être aménagés, certainement contractés, raccourcis. D'un point de vue aussi accueil, enfin, toutes les mesures d'hygiène, finalement, l'accueil de vos clients en magasin, les mesures qui vont être prises quant au nettoyage des caisses, quant aux produits qui vont être portés, ce qui vont être estimés, ce qui vont être mis en quarantaine eux-mêmes, enfin, toutes ces mesures du quotidien qui doivent être prises. Également d'un point de vue sécurité, la sécurité de vos employés, que ce soit en magasin, en entrepôt, au siège. Et puis finalement, l'organisation de la vie de l'entreprise qui reprend, les livraisons également. Voilà, donc premier point, c'est informer, rassurer. Le deuxième point, c'est vraiment évoquer les incidences de la crise pour l'entreprise. Et ça, ne pas hésiter dans votre communication à faire des retours d'expérience et sur l'ensemble des services d'ailleurs, et partager toutes les victoires, les petites comme les plus importantes, les gros challenges, voilà, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives. Ce qui est important, c'est que vous, en tant que marque, vous montriez que vous êtes une marque résiliente, que vous avez une vraie capacité à rebondir. Il faut pouvoir humaniser votre communication, partager avec votre communauté les crises de nerfs, les fous rires, parce que j'imagine que pendant cette période, il y a eu quand même, voilà, ça a été complexe, il a fallu qu'on s'adapte tous. Donc voilà, injecter de l'humain dans votre communication. Et un troisième point, c'est bien sûr, c'est de bon ton d'avoir une pensée pour les personnes qui ont été touchées. Voilà, donc en résumé, c'est une communication qui doit être simple, qui doit être empathique, qui doit être sincère, factuelle, tout en injectant de l'humain voilà, et de la réassurance en fait.
Alors, les 6 tendances qu'on vous propose de passer en revue aujourd'hui, de consommation, donc, qui vont émerger ou se confirmer. Donc, c'est le renforcement de la vente en ligne, la quête de sens, le besoin de transparence, la force du collectif, un recentrage local et national et une baisse du pouvoir d'achat. Alors là, effectivement, comme le disait Ouliana, on a 1 heure devant nous et puis si on veut garder un temps de questions-réponses, on a 3/4 d'heure. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en revue uniquement les 4 premières. On va focuser sur les 4 premières qui ont d'ailleurs un impact beaucoup plus important sur la communication. Voilà. Et Karine voilà, peut commencer avec la première, je te laisse la main. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par la première tendance qui est le renforcement de la présence en ligne. Qu'est-ce qu'on a observé pendant cette période de confinement? C'est qu'il y a eu un report, par la force des choses, des achats du retail vers l'e-commerce. Est-ce que tout ça va perdurer après la crise? Oui, probablement, parce qu'il va rester un sentiment de crainte de la contagion. Et oui aussi parce que les contraintes d'ouverture et d'accueil dans les magasins risquent d'en effrayer certains. Alors, quels sont les enjeux pour les marques? Premièrement, c'est d'informer et de rassurer, on l'a vu. Le deuxième enjeu, c'est de mettre en place des services qui favorisent l'omnicanalité, qui favorisent le commerce unifié, comme par exemple, ça peut être la prise de rendez-vous en ligne pour avoir un créneau horaire, un rendez-vous en magasin individualisé avec une conseillère de vente. Ça peut être aussi une prise de rendez-vous en ligne pour un rendez-vous sur Skype ou sur Zoom, faire une sélection de produits que la marque enverra ensuite au client par coursier, par exemple. Voilà, c'est ce type de service qui favorise l'omnicanalité. Et puis, pour aller plus loin, on peut imaginer aussi d'autres types de services qui vont permettre d'aider l'achat. Ça peut être des services avec de la réalité augmentée, des outils avec de la réalité augmentée, un peu comme on voit dans l'univers de la beauté, des outils qui permettent de se projeter avec le produit. Voilà, donc ça c'est une première observation, le fait qu'il y ait eu un report des ventes en ligne. Le deuxième constat, c'est que pendant le confinement, les consommateurs se sont rués de manière massive sur les réseaux sociaux. D'une part parce que c'était une fenêtre qui était ouverte sur le monde, c'était une fenêtre ouverte sur les autres, c'était un lien pour rester connecté avec leur communauté, c'était un moyen d'avoir de l'information. Et puis c'était surtout un canal de divertissement, les réseaux sociaux. On a observé qu'il y a eu une augmentation de la durée de présence sur les réseaux sociaux de plus 61%. C'est Kantar, l'Institut Kantar qui a fait cette observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos clients, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, plus que jamais, c'est vraiment un carrefour d'audience. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en termes de communication des marques? On a remarqué que les marques se sont départies de leur communication habituelle et ont communiqué de manière différente. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un format de communication qui s'est véritablement imposé. Et ce format de communication, c'est le live streaming. Alors, les live streaming ou les lives, c'est quelque chose qui existait avant la crise. Qu'est-ce que c'est? C'est la retransmission en direct d'un événement en live, dans les stories, sur Instagram, sur Snapchat. Mais avant la crise, c'était un événement qui existait par ailleurs et qui était juste retransmis en direct, comme un défilé de mode ou comme un press day. Après la crise, enfin pendant cette période de confinement, on a vu émerger des lives qui étaient complètement différents, en tout cas qui étaient différents sur 2 points. Le premier point, c'est que ce n'était pas la retransmission d'un événement direct, mais c'était vraiment un événement qui avait lieu sur Instagram. C'était un représentant de la marque qui prenait la parole face caméra et qui s'adressait à sa communauté et qui partageait son savoir-faire, son expertise. Et donc voilà, ça c'est la première chose, c'est que l'événement est créé pour la communauté. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une interaction. Il y a une interaction soit entre la marque et un invité, soit entre la marque et sa communauté. Et ça change tout. Ça change tout et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des taux de participation et des taux d'engagement très forts. C'est parce que le consommateur s'est senti inclus
a senti que ces contenus-là étaient développés pour lui et qu'il avait moyen d'y participer. Alors, voilà, ce type de contenu, vous l'avez vu, hein, il s'est déployé dans plusieurs domaines, dans tout ce qui était spectacle, cours, talk, interview, présentation de collection. Et pour les marques, ça a été un vrai avantage parce que ça leur a permis de proposer à leur communauté une communication différente pendant ce temps exceptionnel, avec un format et une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus transparente, avec beaucoup plus de proximité. Et puis, ça leur a surtout permis d'émerger sur les réseaux sociaux, puisque les lives, c'est quelque chose qui s'affiche en priorité. Et il y avait un tel brouhaha de communication sur les réseaux sociaux que c'était important de pouvoir émerger. Qu'est-ce qu'on a vu comme initiative intéressante en termes de live? La première, c'est celle de Sephora. Sephora, ils ont complètement bousculé leur calendrier éditorial pendant le confinement. Dans un premier temps, ils sont allés interroger leur communauté sur leurs préférences, ce qu'ils avaient envie de voir, qu'est-ce qu'ils aimaient, quels influenceurs ils suivaient, quels produits ils achetaient. Et puis, fort de toutes ces informations, ils ont construit un programme un programme qui était animé par leurs 2 ambassadeurs maison, leurs 2 influenceurs, qui ont organisé des lives pour partager des tips, pour partager des tutos. Ils ont aussi répondu aux questions de la communauté où ils interviewaient des personnalités comme ici la directrice artistique d'une marque de cosmétiques. Voilà, donc on voit que la marque est de plus en plus amenée à développer un contenu autour de l'entertainment, autour du divertissement, un peu comme une chaîne, un peu comme un média en fait. Autres exemples, autres initiatives intéressantes qu'on a vues et complètement différentes. La première, c'est Manicuriste, qui est une marque de cosmétiques bio. La fondatrice qu'on voit en haut de Manicuriste a organisé énormément de lives et a invité des personnalités du monde de la mode, de la beauté, des cosmétiques. Et là, elle a organisé un talk avec une journaliste mode, Valérie Tribe. Et au cours de ce talk, les 2 femmes, elles discutaient à bâton rompu de sujets assez généraux autour de la mode, autour de la beauté, des influenceurs. Comme a dit la fondatrice de la marque, rien n'a été préparé. C'était vraiment une discussion spontanée. Et par moments, il y avait des flottements. Par moments, on ne savait pas trop où la conversation allait nous mener. Mais au-delà du jugement de si c'est pertinent ou pas de communiquer de cette façon-là, de manière non cadrée, ce qui est intéressant de voir, c'est que les marques ont complètement changé leur façon de communiquer. Aujourd'hui, c'est du sans filet, c'est du freestyle, on improvise. Les messages ne sont plus calibrés, les mots ne sont plus sous-pesés, les images ne sont plus lissées. Et c'est vraiment une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus spontanée. Et c'est ça qui plaît. Deuxième exemple, c'est celui de Rosae, qui est une petite marque de prêt-à-porter. La fondatrice que vous voyez à l'image, elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas organiser de shooting pendant cette période. Et donc, du coup, elle a enfilé elle-même les pièces de sa nouvelle collection. Elle les a présentées à sa communauté. Et voilà. Et là aussi, il y a un vrai engouement pour ce type de format libre, direct et sans phare. Et puis, le dernier exemple, c'est celui de L'Oréal sur WeChat en Chine, qui est un réseau social qui peut s'apparenter à Instagram. Donc, la marque L'Oréal a communiqué sur des lancements de produits en live, voilà, en direct, en s'adressant à ses consommateurs. Voilà, donc les lives, c'est un format qu'on peut vraiment décliner sur différents types de prises de parole, comme par exemple le lancement d'un produit, le lancement d'une collection. Ça peut être un directeur artistique ou un styliste qui fait des suggestions de look avec des pièces de la marque mixées avec des pièces, avec des intemporels qu'on peut tous avoir dans notre garde-robe. Ça peut être une mise en avant de collaborateurs, partager les coulisses, mettre en avant un talent. Ou des questions-réponses tout simplement avec la communauté. Enfin, je dis tout simplement, c'est peut-être le plus difficile à faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié. Voilà, donc il y a beaucoup de bénéfices pour les marques, on les a vus, on en a parlé. Les limites,
c'est que les réseaux sociaux vont vite être sursaturés sur certains créneaux horaires. Entre midi et 2, à partir de 17h, il y a un vrai embouteillage de live. Et puis, peut-être qu'à terme, le consommateur risque de saturer. Alors, les lives, on en a parlé, c'est un outil de communication très puissant, mais demain, ça peut être aussi, ça pourrait être un outil de vente. Puisque, alors là, on retourne en Chine, on est toujours sur WeChat, le réseau social chinois. Pendant le confinement, la marque Louis Vuitton a lancé un live streaming où deux influenceuses, deux Call, Key Online Leaders, ont présenté la nouvelle collection, ont essayé les pièces sur elles, voilà, et l'ont présentée au public. Et les consommateurs avaient la possibilité d'acheter les pièces en direct. Alors, ça existe sur WeChat parce que WeChat, c'est un réseau social qui est intégré et qui comporte une dimension type PayPal, une dimension type WhatsApp et puis la dimension réseau social type Instagram. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, Instagram, pour l'instant, on ne peut pas acheter dans l'application puisque pour acheter, il faut sortir de l'application et aller vers le site de la marque. Et l'expérience n'est pas si fluide que ça et peut être décourageante. Demain, ça va pouvoir être le cas, puisque Instagram est en train de tester depuis le début de l'année Instagram Checkout, qui est leur solution de social shopping natif dans l'application, c'est-à-dire que le client va pouvoir renseigner au préalable sa carte de crédit et acheter, voilà, en 3 clics, acheter directement sur l'application sans sortir de l'application. Ça va être un formidable outil pour les marques pour véritablement mesurer leur retour sur investissement de toutes les campagnes qu'elles pourront mettre en place. Et puis, ça va leur permettre de vraiment oui, mesurer leur retour sur investissement de leur communication. Je te laisse la parole. Oui. La deuxième tendance, la quête de sens. Alors, ces dernières années, je dirais même l'année dernière, mais bon, on a l'impression déjà que c'est hier, les consommateurs réclamaient un réel engagement en fait, de la part des marques, que ce soit en termes de fabrication plus responsable, d'utilisation de matières naturelles, en termes de recyclage, de durabilité des produits. Et il y a eu de nombreuses actions concrètes qu'on a pu observer dernièrement, que ce soit la marche pour le climat, que ce soit le Fashion Pact entre les grands acteurs de la mode pour limiter l'impact de la filière sur le climat. Mais désormais, en fait, avec la crise du coronavirus, tout ça, j'ai envie de dire, ça devient acté, c'est un prérequis, c'est presque le minimum de la part des marques à faire. Et même si à l'issue de cette période, il y aura encore des actes qui vont être réalisés dans plein de domaines, c'est formidable. Mais j'ai envie de dire que ce qui est nouveau, en fait, c'est que pendant la crise du Covid, c'est que finalement le social a pris le pas sur l'environnemental. Et là, les consommateurs, ils ont été extrêmement attentifs aux marques qui se sont engagées pour le bien de la communauté. Et qui ont apporté du sens au quotidien. Donc cette crise, elle va accélérer le fait que les consommateurs ont besoin de marques qui incarnent de la bienveillance, qui rayonnent par leurs valeurs positives, qui apportent de la générosité vis-à-vis de leur communauté. Et j'ai envie de dire aussi, ce qui est nouveau, c'est que cette quête de sens qui était très observée chez les jeunes générations, la Gen Z, les millennials, elle s'est généralisée pendant cette période à tous les consommateurs. Le consommateur de demain, en fait, ça va être un consommateur responsable, critique, et même si le prix restera un critère important, il voudra consommer moins, mais mieux. Alors ici, vous voyez des exemples avec une illustration avec Cézanne et Jimmy Fairly. Donc c'est surtout les DNVB qui occupaient le terrain hier, car c'était le propre même de leur business model que d'être construit justement sur cet engagement social et sociétal. Cézanne avec l'appel du 21 qui reverse une partie des bénéfices du produit chaque 21 du mois, ainsi que le chiffre d'affaires du jour à des associations notamment en faveur de l'éducation des jeunes filles, et Jimmy Fairly avec son opération Buy One Give One. Pareil, c'est une paire offerte à des personnes dans le besoin.
Mais il n'y a pas que les DNVB, en fait. On observe aussi qu'il y a des marques qui sont fortes, qui sont installées aussi, qui incarnent toutes ces valeurs fortes, comme Nike, avec une vraie identité, et qui défend plutôt des valeurs de persévérance, de motivation, de dépassement de soi, d'égalité entre l'homme et la femme. Et dans sa communication, finalement, Nike ne parle pas de produits de sport, il vend avant tout une philosophie de vie. C'est le fameux why de Simon Sinek, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais achètent le pourquoi vous le faites. Voilà. Et sur les réseaux sociaux de Nike, vous ne verrez pas de produits, d'articles de sport ni de collection. Vous verrez avant tout des sportifs ou des inconnus qui se dépassent. Aujourd'hui, ce qu'on observe et ce qui est important à noter, c'est qu'effectivement, ces valeurs, ces engagements, les engagements des entreprises, on les retrouve en première page des sites, alors qu'auparavant, elles étaient reléguées sur les rubriques Qui sommes-nous ou recrutement. Donc ça, c'est vraiment c'est très nouveau. Et au-delà des discours, beaucoup de marques ont fait le choix d'incarner plus fortement leurs valeurs en menant des actions solidaires. Elles ont même parfois fait pivoter leur activité pour soutenir l'effort sanitaire, que ce soit sous forme de dons, que ce soit des dividendes qui ont été rognés, des réductions de salaire de la part de dirigeants. Toute l'industrie s'est mobilisée en solidarité des soignants, avec la fabrication de gel, de blouses et de masques. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous en avez entendu beaucoup parler, on a vu beaucoup de presse. Voilà, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, ces valeurs se retrouvent en première page, c'est plus relégué derrière. Le rôle social de la marque, aujourd'hui, l'enjeu social maintenant est beaucoup plus large pour les marques. En fait, elles doivent à la fois donner du sens, incarner une philosophie, porter les valeurs dans lesquelles elles croient. Et probablement que c'est le moment aussi, là, pendant cette période, pour elles, pour les marques, de se poser, de repenser et de réactualiser les valeurs qu'elles veulent porter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi apporter à sa communauté de vrais services. Les marques, elles se doivent d'être généreuses. Ces services doivent être en phase avec, bien sûr, l'ADN de leur marque. Et donc, en fait, en résumé, les marques doivent avoir une démarche qui soit plus globale, un rôle, et oui, une démarche holistique, donc apporter du bien-être dans sa globalité à leur communauté, et pas uniquement d'un point de vue lié au produit. C'est-à-dire qu'hier, la marque était là pour rendre j'ai envie de dire, le consommateur, que ce soit pour un événement, un rendez-vous, peu importe. Demain, en fait, il doit lui permettre d'être la meilleure version de lui-même, de lui donner confiance en lui, d'être plus cultivé. Et tout cela, enfin, oui, voilà, donner confiance en lui, plus cultivé, le rendre plus fit, si on parle de valeurs plus sportives. Mais tout ça, toutes ces prises de parole, ça sera à définir en fonction, effectivement, du territoire de la marque. Ce qui est sûr, c'est que les marques qui se contentent de ne proposer que des produits ou des services en 2020 ne survivront pas. Et de la même façon, les marques qui n'ont pas de personnalité, qui ne défendent pas de point de vue, qui s'illustrent qu'au travers de très belles photos, elles vont avoir du mal finalement à reprendre la main sur une relation de sens, de confiance, et à parler d'autres choses à leurs consommateurs. Et à l'inverse, en fait, les marques qui avaient déjà anticipé ces enjeux-là, elles repartiront plus facilement, même si elles devront en fait adapter leur ton. Et c'est en cela qu'on voit en fait l'importance du travail préalable à faire sur son identité de marque. Alors, vous voyez ici une illustration avec la marque de beauté M. Alors, bien sûr, c'est plus facile pour une petite marque et qui plus est une DNVB parce que la marque, elle est très incarnée par sa fondatrice qui va partager ses propres centres d'intérêt, ses propres centres d'intérêt. Et le programme, il est complet. Il est à base de recettes,
de tutos beauté, de listes de lecture inspirantes, de films, de cours de yoga. Donc là, on voit bien la démarche holistique de la marque. Mais il n'y a pas que sur les DLVB. Là, je vous propose aussi une marque plus installée qui a été aussi très généreuse pendant la période du confinement. Donc ici, Decathlon, qui proposait des exercices de musculation quotidiens, des cours de sport en live ou des contenus beaucoup plus ludiques. Et on peut avoir aussi des exemples de la même façon, même dans l'univers du luxe, avec la même démarche holistique. Ici, l'exemple de Céline et puis Eddie Slimane, son directeur artistique, qui propose de partager justement ses coups de cœur d'un point de vue culturel sur voilà, tous les films anciens ou chefs-d'œuvre plus contemporains à partager avec sa communauté. Ok, donc le troisième comportement et troisième attente des consommateurs qu'on a identifié, c'est le besoin de transparence. Aujourd'hui, on remarque que les consommateurs ont un vrai besoin de vrai, de savoir ce qui se passe, de savoir qui est derrière la marque. Ils ont besoin d'humanité, d'émotion. C'était quelque chose qui était déjà présent avant. Probablement que ça a été exacerbé par tous les scandales qu'il y a eu, les scandales dans l'automobile, les scandales dans l'alimentaire, dans le sanitaire. Mais c'est quelque chose qui s'est renforcé aujourd'hui. Avant, ça touchait beaucoup les consommateurs, les jeunes consommateurs, les millennials et les Gen Z. Maintenant, ça s'est vraiment généralisé à tous les consommateurs, et il y a un vrai besoin de transparence et un manque de confiance, une défiance vis-à-vis des marques. Alors, les marques qui jouent le plus ce jeu de la transparence et qui mettent en avant la vie de l'entreprise, leurs fondateurs, qui sont très incarnés, hein, c'est encore une fois les DNVB. Ces marques-là, elles communiquent beaucoup sur leurs fondateurs. Leur fondateur prend souvent la parole sur les réseaux sociaux et ailleurs. Pourquoi ? Parce que ces marques, elles ont une vraie vision. Le fondateur ces marques, elles ont été créées sur des valeurs fortes. Le fondateur a une mission, il a envie de changer le monde et il n'hésite pas à l'expliquer, à communiquer, à prendre la parole sur les réseaux sociaux. On le voit hein, dans des marques, avec des marques comme Cézanne ou Morgane Césalory est très présente, ou d'autres marques comme le slip français, ou Gemio, où la fondatrice Pauline Legnaud prend énormément la parole à la fois sur sa marque et puis à la fois sur d'autres sujets comme l'entrepreneuriat. Voilà, donc cette mise en avant des fondateurs, on l'a beaucoup vu pendant la crise. Alors c'est vrai que c'est une bonne pratique de la communication en temps de crise, d'incarner la marque, mais je trouve que ça a été au-delà, puisque si on regarde l'exemple à droite de Bâche, là c'est une newsletter que la marque a envoyée à sa communauté pour l'informer de toutes les dispositions qu'elle allait mettre en place par rapport au confinement. Et on voit que la marque communique avec des mots de tous les jours, que le ton il est plus sur le registre de l'émotionnel que du formel, qu'on essaye de parler vrai, on essaye de parler le langage de tout le monde. Elles disent, les fondatrices, cette semaine, le cœur n'y était pas. Bâche, c'est une histoire de famille fondée par 2 mamans, ancrée dans la vraie vie, qui a un vrai langage simple de tout le monde, que tout le monde en tout cas peut s'approprier. Autre exemple, à gauche, c'est celui de Balzac, une marque de prêt-à-porter. Donc Balzac, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont communiqué au début du confinement sur les réseaux sociaux en expliquant leur questionnement, leur dilemme sur qu'est-ce qu'ils devaient faire en termes de communication. Est-ce qu'ils devaient continuer à communiquer comme ils le faisaient de manière légère sur leur collection, ou est-ce qu'ils devaient plutôt axer leur communication sur la crise ? Et ils nous partagent leur questionnement, ils nous partagent vraiment leur cheminement de pensée, puisqu'ils disent on s'est longtemps posé la question, et puis finalement, nous avons choisi de partager avec vous. Enfin, voilà, ils expliquent sans phare, sans détour, leur questionnement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que avant, les communications, elles étaient beaucoup plus
beaucoup plus formel, beaucoup plus plaqué. Il y avait, voilà, on annonçait ce qui allait être mis en place. Maintenant, les communications sont beaucoup plus inclusives, c'est-à-dire qu'on inclut, on fait participer le consommateur aux décisions de l'entreprise, aux décisions qui sont prises. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était le petit mot qui est à côté avec cette écriture enfantine qui injecte vraiment une dose d'émotion dans la communication. Voilà, autre exemple, cette fois-ci dans le luxe. Et c'est intéressant d'aller voir du côté de l'univers du luxe, parce que le luxe, c'est vraiment un secteur où on aime cultiver une distance entre la marque et ses clients. Eh bien, pendant le confinement, même dans le luxe, des marques ont pris la parole de façon spontanée en mettant en avant, là en l'occurrence Balmain a mis en avant son directeur artistique, Olivier Rousteing, à travers un programme qu'ils ont appelé Balmain Ensemble. Et Olivier Rousteing partage avec sa communauté ses expériences sur les collections. Il a ouvert ses archives, il raconte ses défilés. Il rencontre il organise des talks avec des mannequins, avec des acteurs. Et c'est très surprenant. Vous devriez aller voir la communication. L'échange n'est pas du tout guindé. C'est vraiment sans chichi. Voilà, Olivier Rousteing, il parle de son confinement, il parle de ses collections. Enfin, c'est l'échange entre deux personnes fluide et spontané. Et voilà, et c'est intéressant de voir que même les marques de luxe commencent à se départir de ce ton très posé et très cadré et vont vers des choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus transparentes. Alors voilà, donc jouer le jeu de la transparence, c'est montrer un fondateur, c'est montrer un directeur artistique. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que le consommateur, il veut vraiment voir qui est derrière la marque. Et le coronavirus a montré aussi l'importance de toutes ces personnes, ces travailleurs invisibles qui ont contribué à faire tourner l'économie et qui sont ces personnes qu'on ne voit pas d'habitude. C'est les gens qui font. C'est les petites mains qui sont dans les entrepôts, qui sont peut-être au siège, dans les usines, chez les fabricants. Voilà, mais aujourd'hui, les consommateurs, vous l'avez vu sûrement, ont envie de vrai et ont envie de voir justement toutes ces personnes-là, tous ces gens qui font. Alors, comme quelques exemples intéressants qu'on a vus, le premier, c'est Med à gauche. Med, la marque de décoration, qui a mis en avant dans une de ses newsletters tous ses collaborateurs confinés en télétravail. Et puis voilà, pour histoire de les mettre en avant, histoire de montrer que c'est eux aussi qui font tourner la marque en ce moment. Et puis, autre initiative très intéressante, de Petit Bateau qui a montré sur les réseaux sociaux ces préparateurs de commandes qui tiennent un écriteau qui dit « I made your orders ». Et ce qui est intéressant, c'est le clin d'œil qu'ils font à la demande que font les consommateurs responsables aux marques sur les réseaux sociaux à travers le hashtag « Who made my clothes ». Eux, Petit Bateau, ils vont plus loin puisqu'ils montrent que ce qui est très important aussi, c'est de montrer ceux qui ont préparé les commandes. Voilà, et puis offrir plus de transparence à ces consommateurs, c'est aussi avoir la posture de montrer ses clients, de montrer comment ses clients portent ses produits. Et puis c'est aussi le fait de dire que l'image d'une marque, elle n'est plus uniquement contrôlée par la marque, c'est-à-dire pensée, fabriquée, shootée, photoshopée par la marque, mais que véritablement tout le monde peut s'en emparer et que la marque a un visage multiple à l'image de ses clients. Là, on a une initiative intéressante de Cézanne ça s'appelle du User Generated Content. C'est-à-dire, c'est le fait de demander à sa communauté de se shooter avec les vêtements de la marque et de le partager sur les réseaux sociaux. Ici, via le code, via le hashtag Cézanne@home. Voilà, c'est une manière pour la marque d'injecter du vrai, d'injecter de la proximité. Et puis, ça permet aux consommateurs de mieux se projeter aussi dans la marque. Voilà, et puis peut-être que vous avez tous vu passer ces images vraies, shootées
par des mannequins de Zara. En fait, l'image vraie, l'image, la transparence, l'image non maîtrisée, ça a été peut-être un système D pendant cette période de crise, puisque les marques n'ont pas eu les moyens de shooter leurs nouveaux produits, les nouvelles collections. Donc, beaucoup ont envoyé leur collection soit à des mannequins dans le cadre de Zara. Ils ont envoyé leurs produits à des mannequins et ces mannequins-là se sont shootés chez eux où on demandait à leurs colocataires de les prendre en photo. Elles sont à peine maquillées, elles sont à peine coiffées et le résultat, je trouve qu'il est assez intéressant puisque ça nous parle. On pourrait être tous dans cette situation-là. On s'identifie vraiment à ces personnes-là, même si ça reste des mannequins et qu'elles sont canons. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Zara, c'est une marque qui, même si c'est une marque de fast fashion, c'est une marque qui communique avec des visuels ultra léchés et qui fait appel à de très grands photographes. Et là, pour le coup, ils n'ont pas hésité à dégrader, entre guillemets, leur image et à aller vers quelque chose de plus spontané. C'est quelque chose aussi qu'on a vu chez Aigle. La marque a envoyé ses produits, ses vêtements à son personnel, à ses collaborateurs. Et c'est ces collaborateurs qui se sont photographiés chez eux et qui ont montré les produits. La directrice marketing de la marque disait que c'était quelque chose qu'ils n'osaient absolument pas faire avant, mais qui voilà, s'est fait par la force des choses et qui a eu énormément de succès. Il y a eu énormément d'adhésion des consommateurs sur ce type de contenu. Et puis, dernier exemple dans le luxe, puisque même le luxe s'est mis à adopter ce système D, et notamment la marque Jacquemus, qui a envoyé ses produits à différentes mannequins qui se sont shootés chez elles. Elles étaient guidées par le photographe là qu'on voit à l'écran, mais il n'empêche que voilà, elles se sont shootées elles-mêmes chez elles avec les produits de la marque et ça donne des looks de confinés très séduisants. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle esthétique? C'est une nouvelle esthétique qui va probablement s'imposer dans la mode, peut-être un peu à l'image de ce qui s'est fait il y a quelques années quand il y a eu les blogueuses, les influenceuses qui ont commencé à se poster en photo de manière beaucoup plus spontanée que ce qu'on pouvait voir dans des magazines de mode et qui ont instauré une esthétique beaucoup plus lifestyle. Et puis, ça me fait penser aussi à TikTok, au réseau social TikTok, un réseau social qui explose depuis des années et puis encore plus pendant cette période de confinement et qui est pris d'assaut par les jeunes générations où on les voit se mettre en avant sans phare, de manière décomplexée, sans filtre, voilà, de manière simple, naturelle, transparente. Et probablement que cette esthétique va s'ancrer. Alors, quatrième tendance, la force du collectif. Donc, on a vu en début de pandémie, on se souvient de certaines tensions entre consommateurs dans les rayons du supermarché quand il s'agissait de faire nos propres stocks de pâtes ou papier toilette. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pandémie a aussi été un formidable catalyseur de solidarité. Et la période, elle s'est accompagnée de très belles initiatives d'entraide entre particuliers, mais aussi, étonnamment, entre les marques. Donc, c'est quoi la force du collectif? C'est unir nos voix pour faire avancer les choses. Ensemble, on est plus fort. Donc, on parle de collectif, de collaboratif, de communauté. Mais c'est aussi redonner son pouvoir à la conversation et à la force du groupe. Et là, on parlera de co-création, de coparticipation. Voilà, alors comment ça se traduit concrètement? Dans le monde d'avant, je dirais que le collaboratif, donc le faire ensemble, ça se résumait à des collaborations entre marques qui étaient centrées sur le produit, sur l'image, se faire plaisir. Et cette démarche de collaboration était avant tout opportuniste pour la marque et cela lui permettait d'élargir en fait son territoire d'expression produit. Donc, on suivait chaque saison les collaborations incontournables d'H&M, de Monoprix, de La Redoute, mais il y avait aussi des mix entre des secteurs comme le luxe, la musique, la mode, le monde du sport, voilà. Pendant la crise, ce qui a été nouveau, c'est qu'on a pu observer que ces collaborations ou ces rapprochements entre marques, elles ont été mis en place uniquement dans le but d'apporter un service au client
ou pour s'entraider entre marques, voilà, pour être plus fort. Donc, on collabore désormais pour survivre ou pour apporter de la facilité aux clients. Donc, vous avez en tête encore, j'imagine, l'exemple de Carrefour et d'Uber Eats qui sont associés pour permettre de livrer des consommateurs en produits de première nécessité. Deuxième exemple, il y a également Decathlon qui a mis ses 5 produits phares dans 70 magasins de Franprix pour justement permettre aux consommateurs de garder un minimum d'activité physique chez soi. Voilà. Et le rapprochement, c'est aussi pour être plus fort. C'est le cas du Festival de Cannes qui va certainement s'associer à la Mostra de Venise en septembre pour une version expérimentale parce que le milieu artistique a été fortement touché pendant cette période. Donc ici, vous n'avez pas d'exemple dans la mode parce que ça a été un secteur extrêmement ralenti avec de nombreuses boutiques fermées. Mais on peut très bien imaginer ce type d'initiative plus tard pour des marques de mode, de maisons, de beauté, peu importe, qui seraient distribuées ailleurs, au sein d'un hôtel, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment cette nouvelle démarche de collaboration. Alors, la force du collectif, c'est aussi des rapprochements avec ses propres clients. Ce n'est pas que entre marques, donc c'est avec ses propres clients pour co-développer et coproduire. Donc, vous avez le cas ici d'Asphalt, qui est une marque, une DNVB encore une fois, et qui a mis en place un modèle plus vertueux, plus efficient, en plaçant au cœur ses communautés. D'un point de vue développement produit, la marque en fait interroge sa communauté sur leurs besoins et leurs attentes via un questionnaire. Et puis d'un point de vue coproduction, on parle de production à la demande, le consommateur se positionne sur la commande avant le lancement de la fabrication. Donc on produit moins mais mieux, car on produit que ce qui est vendu grâce à ce système justement de précommande. Voilà, c'est un modèle qui contribue en tout cas à la revalorisation du produit notamment. Mais il n'y a pas que les DNVB. On a pu observer aussi cette co-création chez des marques plus installées qui se sont essayées aussi à ce nouveau modèle. Et c'est des pistes qui, pour le moment, pour ces marques installées, c'est plutôt des pistes, c'est plutôt des tests sur des parties de collection ou sur un produit spécifique. Et là, c'est le cas. L'exercice finalement d'Asphalt a inspiré Maison 1, 2, 3. Et comme finalement, elle s'est focusée sur un nouveau produit, donc from scratch. Donc, la communauté a été questionnée sur la couleur, le motif et le prix idéal de ce pull à torsade. Et la marque est même allée jusqu'à détailler ses coûts de production sur ce pull avant que le pull soit mis en précommande. Et de la même façon, de la même façon chez Promode, mais avec une démarche un peu moins risquée, puisque là, ce n'est pas sur un nouveau produit, mais c'est sur un de leurs produits phares, leur manteau Best Gisèle, qui a été décliné en 11 coloris. Donc là, c'est Promode qui s'est essayé à cette production à la demande et ça a été un franc succès puisqu'il y a eu 2000 clientes qui ont pris part à cette première production et quasiment aucun retour. Alors, au-delà de la co-création, du co-développement, la collaboration avec les clients, c'est aussi les inclure dans la vie de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Là, on parlerait davantage de coparticipation aux décisions de l'entreprise, qu'elles soient la petite décision du quotidien jusqu'à des décisions plus stratégiques. Et on a ici un bel exemple avec Balzac qui interroge sa communauté pour savoir s'ils doivent relancer les livraisons pendant le confinement ou non. Donc, ils s'interrogent mutuellement. On peut cependant observer également cette coparticipation dans des marques plus installées. Donc là, vous avez un exemple avec Bache qui sollicite leur communiquer sur leurs envies en termes de communication, quelles thématiques retenir sur leur prochain live Instagram. Voilà, donc les marques sollicitent leur communauté de façon beaucoup plus décomplexée. Elles sont passées d'un statut où c'était honteux de demander car ça prouvait qu'on ne savait pas, à un statut de bienveillance, d'écoute, d'implication.
Et voilà, donc en synthèse, je dirais que la collaboration était centrée donc hier sur l'image, le produit, le plaisir, quand aujourd'hui, dorénavant, les collaborations sont utiles et les marques vont dans le sens de l'histoire en adoptant un modèle plus inclusif et plus vertueux. À plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on va plus loin. Et plus loin aussi. Très vrai. Tu veux faire la conclusion? Tu veux... Comme tu veux. Je Non, reprends la vas-y. parole? Ouais, vas-y. Ok, donc en conclusion, aujourd'hui, il faut se reposer la question des fondamentaux de la marque, parce que plus que jamais, la crise a posé la question de l'engagement. On vient de voir que la communication de demain devra être plus simple, plus spontanée, plus transparente. On vient de voir que les marques devront avoir une démarche holistique et apporter du bien-être à leurs clients au-delà des produits. Et puis, les marques devront apporter du sens à leurs actions. Donc, on voit bien qu'il y a des piliers qui sont incontournables pour toutes les marques, mais chaque marque devra trouver sa manière de les adresser et de communiquer dessus. Alors, comment faire? Sur quel sujet prendre la parole? On a bien aimé cette analogie avec l'arbre parce que on s'est dit que l'idée, c'est vraiment de puiser dans les racines de la marque, de puiser dans ses valeurs, dans son ADN, dans son histoire, pour dégager des branches, dégager des axes de communication, des territoires d'expression, et enfin, nourrir la cime de l'arbre et élever sa communication. Parce que si on ne fait pas ce travail sur les fondamentaux, toutes les marques vont se mettre à communiquer de la même façon, à proposer des contenus un peu divertissants de la même façon, et le consommateur va finir par se lasser. On l'a vu, il y a une bousculade sur les réseaux sociaux pour les lives, et les marques vont avoir de plus en plus de mal à se différencier et à émerger. Alors, comment prendre la parole? Vous l'avez compris, ce qui est important en ce moment, c'est de vous poser, de prendre le temps de vous interroger sur les valeurs de la marque, de voir celles qui sont peut-être plus essentielles aujourd'hui et celles au contraire que vous avez envie de porter et de développer demain. Sur quel territoire d'expression vous avez envie de prendre la parole? Sur quel projet vous avez envie de vous exprimer pour donner du sens à la marque et à la mission de la marque? Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, et nous on en est convaincus, c'est que la crise a complètement rebattu les cartes et elle fait que les consommateurs ont envie d'autre chose. Donc c'est important aujourd'hui de retravailler la plateforme de communication en prenant en compte tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Je vous rends la main, Uliana. Oui, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Et je voulais également remercier le public parce que nous avons un taux d'engagement, en fait, de participation assez élevé. Tout le monde a resté écouter cette intervention. Un peu dépassé. Pas de souci, le timing il est quasiment parfait. Ah bon? Voilà, alors on va prendre quelques questions. Voilà, je vais là par exemple Christelle qui pose une question très intéressante. Vous avez beaucoup parlé du digital, mais avec la montée du digital observé pendant la crise, quel avenir pour les magasins physiques? Je réponds, Kitri? Ouais. Oui, vas-y, ouais. Donc, quel avenir pour les magasins physiques? Je crois que maintenant, on ne raisonne plus retail et e-commerce, mais on parle plus d'omnicanalité et de commerce unifié. Donc, l'idée, ce n'est pas de se focaliser sur les magasins physiques comme avant, ou se focaliser sur l'e-commerce, comme on pourrait se le dire maintenant. Mais l'idée, c'est vraiment d'instaurer des connexions entre les deux, de faire en sorte qu'il y ait davantage de fluidité, de facilité, et de faciliter surtout le parcours d'achat du client tel que lui l'imagine et de la manière dont lui a envie. Donc c'est vraiment de faciliter, faciliter le parcours d'achat, et ça peut se faire à travers les exemples qu'on a donnés, c'est-à-dire prendre rendez-vous sur Internet pour aller en magasin ou pour bénéficier
d'un conseil en ligne. Enfin, voilà, c'est réfléchir à tous les outils qu'on peut mettre en place, tous les services aussi qu'on peut mettre en place. C'est pas nécessairement des outils dans un premier temps, mais tous les services qu'on peut mettre en place pour faciliter la vie du client et pour faciliter son parcours d'achat. D'accord, super, merci. Je ne vois pas les questions, on peut tous les voir sur le chat. Oui, dans la partie conversée, dans la partie conversée, quand vous cliquez, vous avez quelques questions. D'accord. Alors aussi, il y a une question de la part de Martin, notamment par rapport au… Karine, vous avez beaucoup parlé de stories, des directs sur Instagram au début. Alors Martin demande quelle audience par rapport aux stories et quel taux d'engagement par rapport aux stories. Parce qu'il dit que les lives demandent beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut investir ce temps justement? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Alors, les lives, on l'a vu, c'est un moyen de communiquer différent et c'est important de montrer, et puis c'est un moyen de communiquer différemment, et puis c'est un moyen de communiquer qui répond aux attentes des consommateurs de beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'échanges. Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons, c'est important d'investir ce format de communication. Après, l'engagement, on l'a vu, hein, il y avait un engagement qui était assez fort, et puis ça permettait un vrai échange entre la marque et son public. Et puis, c'était quoi la deuxième partie de la question? Je ne les vois pas du tout. Hein. Alors, c'était le taux d'engagement par rapport aux stories et une petite remarque que les lives demandent beaucoup de temps. Oui, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais on l'a vu, hein, il y a des marques qui prennent le parti de faire des choses spontanées et ça fonctionne. En tout cas, ça répond aux attentes de spontanéité et de transparence. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on entend beaucoup dire que les lives d'Instagram vont être pris en compte dans l'algorithme d'Instagram, justement, dans l'algorithme de visibilité. C'est-à-dire que plus les marques feront des lives, plus elles remonteront dans la visibilité de leur communauté. Donc voilà, pour toutes ces raisons, même si ça prend du temps, même si ça demande de prendre la parole sans filer, c'est un format qu'il faut explorer. D'accord, super, merci beaucoup. beaucoup. Dans le sens de l'histoire et cette demande, effectivement, ces attentes de spontanéité et de parler vrai. Hein. D'accord. Super. Alors, on va prendre peut-être une toute dernière question. Voilà, pareil, peut-être sur le digital, les ventes online ont explosé pour certaines catégories de produits, mais pas dans l'habillement, curieusement, pendant le confinement. Pourquoi les marques d'habillement devraient-elles tout de même miser davantage sur le digital? C'est un peu, voilà, la question un peu paradoxale. J'ai pas entendu. Hein. Alors, en fait, les ventes online ont explosé pour certaines catégories de produits. Vous avez parlé, c'est votre première tendance, Ouais. mais pas notamment dans l'habillement. Quand on regarde les chiffres du e-commerce, les ventes de l'habillement sont même en baisse. Pourquoi, quand même, les marques d'habillement devraient-elles tout de même miser davantage sur le digital? Les marques d'habillement, elles n'ont pas tiré leur épingle du jeu pendant cette période de confinement, tout simplement parce qu'on était confinés et que personne ne se projetait. Voilà, on restait chez soi. D'ailleurs, on dit souvent qu'en télétravail, on fait attention à ce qu'on porte là-haut et puis en bas, tout le monde est en jogging, en leggings ou en pyjama. Donc voilà, c'est cette raison-là qui a fait que les ventes d'habillement n'ont pas profité de ce report d'achat, enfin en tout cas ont moins profité de ce report d'achat sur Internet. Après, quand le déconfinement va se terminer, c'est que la donne va changer puisqu'on va tous ressortir et il va y avoir un arbitrage entre les boutiques et Internet, mais il va y avoir des contraintes fortes dans les boutiques. On parle surtout dans les petites boutiques de vêtements, on parle de pas plus de 2-3 personnes. Probablement que les vêtements devront être nettoyés, stimés après chaque passage de client. Donc, est-ce que les consommateurs auront envie de se déplacer? Ça, personne ne peut le dire. On verra bien dès les premières semaines de déconfinement. Mais voilà, il n'y a aucune raison que… En tout cas, on s'attend a priori à un regain de consommation cet été. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura que des prix forts, au contraire, hein, vu les stocks qui ont été en réserve pendant quelques mois, il y aura aussi bien sûr des promotions, mais il y aura cette nouvelle envie justement de consommer, hein, dans le textile. Moi, j'ai vu on a le temps pour une dernière question ou pas? Oui, oui, Une allez-y. Beaucoup de ménages feront d'autant plus attention à leur budget à la fin du confinement, du fait des pertes potentielles qu'elles auront pu observer. Vont-elles vraiment plus se tourner vers des marques responsables qui produisent en local, voire made in France, ou est-ce que cela restera, comme avant la crise, des intentions d'achat responsables qui ne se vérifient pas massivement dans les achats effectifs? Donc là, oui, j'ai envie de dire qu'il y aura de toute façon un arbitrage entre, encore une fois, bien sûr, le prix et puis la provenance. On a pu observer que pendant cette période de crise, ça a forcément renforcé en fait, ce sentiment d'appartenance et on a souhaité préserver nos commerces, nos emplois. Mais dans la mode, en fait, le prix est important, mais le style aussi, ça reste des critères importants. Et certainement qu'il y aura d'autres types de formes de commerce, en tout cas, qui vont émerger. On a déjà entendu parler d'économie circulaire. On parle beaucoup de jouissance versus la propriété. Donc, très clairement, qu'on va aller vers une économie plus tournée vers la seconde main, la location. Voilà, ça peut être aussi d'autres types de consommation qui peuvent justement être des alternatives justement dans un contexte complexe, encore fragile. Oui, Anna, il y a une dernière question qui a été posée 3 fois là sur le chat. Alors, Si on peut en parler, il y a des personnes qui demandent quid de la communication des marques qui sont vendues en wholesale, qui sont vendues dans des multimarques, mais qui n'ont pas de point de vente à eux. Moi, je dirais que ça change rien. Plus une marque est forte, plus elle sera demandée, plus elle va émerger, plus elle a des chances de devenir une love brand, enfin d'être une marque aimée, recherchée, achetée, soit dans des multimarques, soit sur le site internet de la marque. Mais le fait d'avoir ou pas des magasins, ça change rien. On est dans un contexte où c'est important d'être visible. Et plus une marque est forte, et plus elle aura des chances de toucher sa cible et d'être vendue ou d'être référencée dans des multimarques. Donc ce travail sur les fondamentaux de la marque, ce travail de plateforme de communication, c'est vraiment quelque chose à faire, quel que soit le type de marque, aussi bien des retailers que des wholesalers. superbe. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, je pense qu'on va clôturer notre webinaire. Je vois que déjà les personnes ont commencé à partir. Je voulais juste vous faire un petit point sur nos prochains webinaires parce que nous avons prévu d'organiser d'autres webinaires en mai très rapidement, notamment un webinaire qui aura lieu le 19 mai sur les tendances du sourcing et l'impact du Covid sur les chaînes d'approvisionnement. Nous allons vous présenter tout dernier chiffre pour le premier trimestre 2020. Et le 28 mai, la date reste à confirmer, un webinaire sur les sujets plutôt RSE qui vous aidera à manager les risques sociaux dans l'après-Covid et fera également un éclairage sur les nouveaux enjeux des responsabilités induites par le Covid. Alors, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux et sur le site de la Fédération de la maille et de la lingerie et notre page LinkedIn. Encore une fois, un grand merci à Karine Kitry pour cette intervention. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à moi ou voilà, à 12 expertes directement. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.